Bonjour à tous et bienvenue dans un salon marocain pour parler d'un auteur marocain, Mohamed Kheireddine, dont son livre est intitulé Légende et vie d'Haroun Chiche. Tout de suite, retrouvons notre envoyé spécial à Tafraout, Othman Bimed. Khaled Mohamed Zalhoud, bonjour. Salut. Vous êtes écrivain, poète, peintre, sculpteur, mais également enseignant de français dans un collège nommé le collège Atlas de la région natale de Mohamed Kheireddine à Tafraout. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de Mohamed Kheireddine? Mohamed Kheireddine est un écrivain francophone marocain, né dans le sud marocain, ici où nous sommes, là dans Azerwado, à quelques kilomètres de Tafraout. C'est un grand écrivain marocain d'expression française qui a produit une vingtaine d'ouvrages, des romans, des recueils de poésie et une pièce de théâtre. Il est également un animateur d'émissions nocturnes à la radio, Radio France Internationale. C'est aussi un critique d'art et littéraire également. Il a vécu plus d'une vingtaine d'années à Paris, en France, et où il a côtoyé des écrivains surréalistes, existentialistes comme Breton, comme Sartre, et ainsi que les poètes de la négritude, Senghor, Aimé Césaire. Voilà, donc de retour au Maroc, parce qu'il avait un problème avec le système politique au Maroc, donc il a choisi l'exil volontaire, et il a vécu là-bas, en France. Et puis de retour au Maroc, il a redécouvert le Sud, il a écrit dans des revues marocaines, et il a publié même au Maroc. Il a publié même au Maroc, je m'excuse. Est-ce qu'il a dit? Non, c'est pas grave. Il a publié au Maroc, et il est mort au Maroc en 1995. Pourquoi Mohamed Kheireddine a-t-il écrit en français et pas dans sa langue natale, le berbère, ou bien dans sa langue qu'il a apprise, l'arabe? Mohamed Kheireddine, il a écrit uniquement en français parce que c'est quelqu'un qui excellait et qui maîtrisait bien la langue française, et il se retrouve dans la langue française avec aisance, et puis il ne maîtrisait pas très bien la langue arabe. Et Tamazight était dans la littérature, c'était la littérature de l'oralité, et ce n'est qu'à présent actuellement que la littérature amazigh est à l'état écrit. Donc Kheireddine, il l'a bien dit, il a dit, moi je me retrouve bien dans la langue française, j'ai pas de problème, donc je m'exprime en langue française. Pour lui, la langue, c'est pas vraiment un problème, ce sont les idées qui sont plus importantes que la langue. Donc lui, la langue, c'est un moyen, et comme il se trouve bien dans cette langue, il s'est exprimé en français. Et plus on s'exprime en français, il a plus de chances d'être connu, d'être lu par un large lectorat francophone. Par contre, s'il avait écrit en arabe, ce serait réduit un petit peu au Maroc et quelques pays arabes ou arabophones. Encore pire, en tamazight, il ne peut pas accéder à l'universalité, à être reconnu mondialement, etc. C'est pourquoi il a choisi. C'est plutôt la langue française qu'il a choisie. Professeur, pouvez-vous nous parler un peu du style de Mohamed Kheireddine? Kheireddine, il a un style très personnel, très particulier, inimitable. C'est quelqu'un qui a su forger une nouvelle langue, une nouvelle façon de dire. Il a mené une guérilla linguistique, il l'a dit. Donc je mène une guérilla linguistique sur la langue elle-même et en même temps sur le lecteur. Kheireddine, c'est quelqu'un qui cherche un lecteur intelligent, éveillé, et qui sache saisir le contenu de ce qu'il raconte dans ses ouvrages, dans ses romans surtout. Et dans sa poésie, c'est une poésie également très difficile. Il est sommé parfois d'être un écrivain hermétique, inaccessible, mais il répond à ça, il répond à ceux qui ne le comprennent pas. Il dit je ne suis pas responsable de votre ignorance. C'est un style nouveau, c'est un style donc novateur, très singulier, avec un éclatement syntaxique dans la phrase, avec même l'irrespect de la ponctuation. On peut trouver tout un passage
tout un paragraphe, une page, sans ponctuation aucune, malgré les années de l'exil. Il a colporté le sud, son village, et ici nous sommes, sur son dos, bien dans sa tête. Dans tous ses ouvrages, on trouve la terre, les traditions, tout ça. En partant, il a ressenti un déchirement dans son profond, et sa langue aussi, son style, c'est aussi un style éclaté, déchiré. C'est comme ça que je comprends. Donc même si il est parti vers la France, il avait toujours ses racines, donc berbères de sa région. Il y a un attachement viscéral à la terre et à la culture des Siens, des gens d'Afraout, du sud Maroc. Très bien. Professeur, merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Je rappelle également votre livre, donc mots divins, pardon, donc aux éditions de l'association Festival Tifawin. Donc un recueil de poèmes. Donc ici vous pouvez lire à la première page à la mémoire de Mohamed Khaireddine. Donc voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. De retour sur notre salon marocain, après ce court reportage de Othman Bimed à Tafraout au Maroc, que nous allons recevoir donc juste après. Donc nous allons débattre sur notre ouvrage Légende et vie d'Agoun Chiche de Mohamed Khaireddine. Donc là je me pose quelques questions. Il y a beaucoup d'écrivains marocains qui sont malheureusement méconnus, tels que Mohamed Khaireddine, et d'autres qui sont beaucoup plus connus, tels que Ben Jelloun. Donc voilà. Je me pose la question, je vais directement vers Johnny, je lui dis, voilà, pourquoi l'un est connu et pourquoi pas l'autre? Bonjour Manu, oui, tout à fait. Donc tout d'abord, il faut savoir que Mohamed Khaireddine et Tahar Ben Jelloun ont fait leurs études en France. L'un est resté en France, donc Tahar Ben Jelloun, qui a un style beaucoup plus commercial, beaucoup plus folklorique, contrairement à Khaireddine, qui lui est reparti au pays, qui lui a une écriture assez dure, c'est un rebelle, on peut le dire comme ça. Il est contre toute forme d'autorité. Je prends l'exemple par exemple pour Tahar Ben Jelloun, qui a quand même reçu le prix Goncourt, donc le prix le plus prestigieux de la littérature française. D'accord. Voilà, Khaireddine a reçu le prix de l'enfant terrible. Un problème avec votre serrure, Euroserrure. Un problème avec votre vitre, Eurovitre. De retour dans notre salon marocain, nous allons tout de suite accueillir Othman Bimed qui vient d'arriver tout fraîchement de Tafraout. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va? Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Donc voilà, après avoir lu le livre de Mohamed Khaireddine, La légende des vies d'Agoun Chiche, je me pose quelques petites questions. J'aimerais savoir pourquoi j'ai cette impression-là d'être comme dans un western, d'être dans un Far West où il y a des gens qui sont entretués, où les armes étaient tolérées, etc. Donc je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, actuellement, est-ce que c'est toujours le cas au Maroc? Alors oui, bien sûr, ces faits ont existé, mais il faut bien évidemment les remettre dans leur contexte. À l'époque du récit d'Agoun Chiche, il y avait une dissidence qu'on appelait la dissidence atlassique, donc de la région de l'Atlas du Maroc. Pour rappel, dissidence signifie le fait qu'un ensemble de personnes refusent d'obéir à une autorité, et au Maroc en particulier l'autorité centrale régie par le sultan. Dans cette même dissidence que qualifiait le pouvoir central de Siba, on peut le traduire en français par anarchie, et bien dans cette anarchie il y avait des lois. Si quelqu'un faisait un crime, il y avait des réprimandes. Si quelqu'un volait quelque chose, il y avait une sentence. Si quelqu'un tuait une autre personne, on pouvait se venger et aller la tuer. Ce qui est intéressant de dire, c'est que Agoun Chiche était un tueur à gages, et c'est pour cela qu'il a été traqué. Actuellement, et pour répondre à votre question, la dissidence atlassique n'existe plus. Le Maroc est un pays uni, régi par le pouvoir central. Les armes sont interdites depuis la colonisation française. Donc non, il n'y a plus de dissidence au Maroc. Et j'ai rapporté un petit cadeau. Ici, vous avez un vestige, dirais-je, de la dissidence. Ce fusil a appartenu à mon grand-père qui a combattu à côté d'Agoun Chiche contre la colonisation des Français. Oulala, merci beaucoup Othman Bimed. Donc voilà, maintenant je vais vous lire un petit extrait de la légende des vies d'Agoun Chiche qui m'a marqué et dont j'aurai quelques questions à vous poser. Donc,
Leur éducation se faisait à la mosquée, dans une salle obscure où un religieux leur apprenait sans explication de texte et sans grammaire de versets ésotériques. Les plus jeunes s'initiaient aux lettres de l'alphabet arabe qu'ils ânenaient maladroitement. Parmi les plus âgés, les plus doués étaient capables de réciter sans aucune faute les 60 hibs du Coran. Mais ils n'en connaissaient pas la signification car ils n'utilisaient jamais de glossaire et ignoraient tout de la sémantique. Alors, ce qui me vient directement à l'esprit, c'est le vocabulaire. J'aimerais vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est un hizb? Alors, un hizb signifie de l'arabe chapitre. Le Coran est divisé en 60 chapitres, en 60 hizb. Dire 60 hizb, 60 chapitres, signifie la totalité du Coran. D'accord, mais alors, si j'ai bien compris cet extrait, pourquoi les élèves ne comprennent pas leur langue? Alors, il faut bien faire la différence et être très attention là-dessus. Il faut faire la distinction entre la langue arabe et la langue berbère. Le Coran a été écrit il y a 1400 ans en langue arabe et non en langue berbère. Dans l'extrait que vous avez choisi, on parle de petits enfants berbères et non pas arabes. Ce sont deux langues totalement différentes. C'est comme si vous êtes francophone et vous lisiez un texte, ma foi, en néerlandais, que vous ne le comprendriez bien évidemment pas. D'accord. Bah, écoutez, ici en Belgique, nous faisons beaucoup l'amalgame entre les Arabes, les Marocains, les Berbères. Pouvez-vous nous dire tout simplement quelles sont les différences? Alors, la différence, en gros, les Arabes sont les habitants du Moyen-Orient, donc en Asie. Les Marocains sont les habitants du Maroc. Ils parlent un dialecte marocain, un dialecte arabe, donc ce n'est pas de l'arabe. Les Berbères, quant à eux, sont les premiers habitants de la région nord-africaine. Par exemple, je me retrouvais à Malte l'autre jour, et dans l'hôtel où je séjournais, il y avait un Libyen. Il faut savoir que la Libye et le Maroc sont séparés de à peu près 2000 km. Eh ben, ce Libyen qui était berbère, et comme moi je suis berbère, mais du Maroc, parlait le même langage que moi. C'est quand même pas mal pour une langue orale. Excellent. Pour revenir à votre question, les étudiants berbères qui étudient le Coran ne peuvent comprendre car ils ne parlent tout simplement pas cette langue, ils ne la comprennent pas. La dernière phrase que vous avez citée l'atteste et le témoigne très bien. Leur maître lui-même ne savait que peu de choses. Leur maître n'est en somme qu'un grand élève. Je veux rejoindre Johnny de ce pas à l'extérieur après cette petite page de publicité. Un problème avec votre serrure, Euroserrure. Un problème avec votre vitre, Eurovitre. Nous nous retrouvons donc à Bruxelles, aux étangs d'Ixelles, mais pourquoi Johnny, qu'est-ce que nous faisons ici? Donc voilà, nous sommes ici pour faire un micro-trottoir. Donc c'est pour voir en fait si le lectorat belge connaît notre auteur, Mohamed Keredine. Connaissez-vous un auteur marocain? Non. Connaissez-vous un auteur marocain? Non. Connaissez-vous un auteur marocain? Non. Connaissez-vous un auteur marocain? Je pense qu'il s'appelle Tahar Benjelloun. Ok. Tahar Benjelloun, Creatura di sabbia. Connaissez-vous un auteur marocain? Tahar Benjelloun, mais je ne pourrais pas le dire par contre. Connaissez-vous un auteur marocain? Oui, Amin Malouf. Voilà, le seul auteur que je connais c'est Tahar Benjelloun. On le connaît maintenant. Connaissez-vous un auteur marocain? Oui, Amin Malouf. Et son œuvre? Les Désorientés. Comme l'atteste notre micro-trottoir, notre auteur, Mohamed Keredine, est méconnu du lectorat belge, contrairement à Tahar Benjelloun. Pourquoi? Car Mohamed Keredine est retourné au pays, il s'est attaché à son pays. Tahar Benjelloun, lui, est resté en France, il a un style beaucoup plus folklorique, beaucoup plus commercial, donc il est plus connu. Voilà Manu, voilà notre conclusion pour notre micro-trottoir. Ah ben en tout cas, un grand merci à toi Johnny, un grand merci à Otman Bumet, notre envoyé spécial, et surtout un grand merci au professeur Zalou directement à Tafraout. Donc voilà, nous nous retrouvons donc dans notre prochain chapitre pour la littérature américaine. Au revoir et à bientôt.